Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 5 juillet, vous regardez le 7-8 le journal, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme chaque jour, nous allons revenir sur votre actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec le sommaire. Fin du suspense pour les élèves de terminale, les résultats du baccalauréat sont tombés aujourd'hui. Délivrance pour certains, tristesse pour d'autres, nous sommes allés au lycée des Sept-Mars à Maurepas recueillir quelques réactions. Et retour sur la 3e édition de l'innovation Summer Camp de l'Université Paris-Saclay, organisée par l'Estacar sur son campus de Saint-Quentin en Yvelines. L'objectif de cette initiative, familiariser les étudiants au monde de l'entrepreneuriat. Et le pigargue de Stellaire est un aigle pêcheur, une espèce menacée. L'un de ces spécimens est né il y a quelques mois à l'espace Rambouillet, dont l'une des missions principales est justement de conserver et de protéger ces volatiles. Et les vacances d'été commencent officiellement ce mardi 5 juillet pour les écoliers de mois de vacances pour se reposer avant la rentrée des classes. On pourrait penser que c'est un peu le plus beau jour de l'année pour les écoliers et leurs professeurs, mais pas forcément. Certains regrettent déjà les bancs de l'école. Séphora Namani et Fanny Bourdillon sont allées à la sortie de l'école primaire Rimbaud à Montigny-le-Bretonneux. Regardez et écoutez. Il y a beaucoup d'émotions de la part des CM2 parce qu'ils vont ne pas se retrouver à la rentrée de 6e et surtout parce qu'ils quittent l'école Rimbaud. Et c'est toujours une grande émotion pour eux que de quitter l'école qu'ils ont fréquentée pendant un certain nombre d'années. C'est un jour comme un autre. Je suis triste parce que c'est une année qui se termine. Voilà. J'étais contente de sa maîtresse. Puis moi, elle passe au CP, donc c'est vraiment la fin de la maternelle. Un peu triste, mais je suis quand même contente. Pourquoi ? De changer de classe, comme ça. C'est des élèves que je quitte toujours avec regret, oui. Et bon, ils vont me manquer un petit peu, forcément. Et après, je vais les retrouver puisqu'ils seront en grande section, donc je les croiserai encore. Mais c'est toujours un peu émouvant de perdre sa classe parce qu'on les a gardés un an. Donc ce ne sont pas mes enfants, mais ce sont des enfants que j'ai fréquentés un an. Et le suspense a pris fin ce matin pour les quelques 660 000 candidats au baccalauréat dans l'Académie de Versailles. Les résultats ont été annoncés à 10h ce matin dans les établissements centres d'examen. Mélanie Poquier était au lycée des Sept-Mars à Maurepas. Retour sur cette matinée avec elle. Pas encore 10h, ces candidats sont impatients. Ce lycée morpasien propose les résultats de la filière baccalauréat sciences et technologies de la santé et du social. J'ai eu la mention assez bien. Et je suis vraiment étonnée parce que franchement avoir 12 au bac alors que je pensais avoir 10 en fait. Et franchement je suis choquée, étonnée de moi-même et fière de moi, quoi. J'y croyais pas, mais au final je l'ai, donc je suis vraiment très contente parce que j'y croyais vraiment pas du tout. Des rires, des larmes, scène habituelle en ce mois de juillet pour les 17 500 Yvelinois candidats au concours cette année. Ce jour-là, les résultats se partagent entre amis, mais aussi avec parents et professeurs. On était confiants, elle a travaillé toute l'année et elle mérite ce résultat, on est très très fiers d'elle. Je suis ravie, une seule élève a passé son bac et va au rattrapage, beaucoup de mentions assez bien, mention bien, donc belle réussite pour cette classe, je suis contente. Pour ces bacheliers, c'est maintenant l'heure des vacances. Pour ceux dont la moyenne est entre 8 et 10, ce sera le rattrapage jusqu'au vendredi 8 juillet. Et nous allons parler économie et innovation de notre entretien. Aujourd'hui, notre invité ce soir est Dominique, bonsoir. Et Mocard, pardon, bonsoir à vous. Vous êtes entrepreneur, anciennement directeur général de LMD et à présent fondateur de la société Cocorico. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes implanté à Montigny-le-Bretonneux depuis 1994. Aujourd'hui, votre entreprise a été rachetée par la société Avenao, qui est également de Montigny-le-Bretonneux, en mars 2016. C'est un bouleversement économique pour vous, mais pour le territoire. Je pense que ça ouvre en tout cas des perspectives très intéressantes sur ce qui va se passer demain dans la nouvelle industrie, dans l'usine du futur. Et on peut prévoir en tout cas que grâce à Avenao et grâce à effectivement cette notion de réussir à apporter des services dans le domaine de l'industrie, on va réussir aussi à apporter dans l'industrie aujourd'hui de nouveaux services qui vont permettre de faire de la fabrication additive. Mais j'aurai l'occasion de vous le développer un peu plus tard, je pense. Alors, quelles sont un petit peu les conséquences justement de ce rachat ? Déjà, une entreprise française qui rachète une autre entreprise française, c'est quand même assez rare. Alors, je dirais que c'est la croissance aujourd'hui, elle se fait plutôt dans une croissance externe. Et cette croissance externe, c'est effectivement de rapprocher des PME
Moi, ça fait déjà depuis longtemps, depuis 1994, que j'ai essayé de le faire avec différentes entreprises pour arriver à créer de nouveaux métiers tels que la mécatronique. Et c'est vrai que sur le site de Montigny, on a une entreprise avec des experts, une équipe en tout cas qui a été capable de passer toutes ces difficultés toutes ces dernières années. Et là, effectivement, le rapprochement avec le groupe Avenao, c'est une chance exceptionnelle, aussi bien pour mon équipe que pour la région et que pour la France. Alors justement, il va y avoir de l'emploi qui va être créé sur Montigny-Bretonneux. Il va y avoir des conséquences aussi sur l'agglomération? Alors les conséquences déjà, c'est déjà de sauver des emplois. Et il ne faut pas oublier que ces dernières années, on était plutôt sur un rythme de 60 000 entreprises par an qui disparaissaient, surtout dans nos métiers d'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos jeunes ont du mal à comprendre que effectivement cette industrie reste sale, donc c'est pas très agréable de travailler dans un atelier, alors que pourtant elle est extraordinaire, c'est-à-dire que tous les jours on voit des produits qui sont réalisés par des hommes qui travaillent dans ces ateliers. Donc Avenao, ça va finir sur 150 à 200 emplois. Avec ce complément-là, ça va permettre d'atteindre environ 250 personnes sur le territoire, implantées sur le territoire. Donc c'est une chance exceptionnelle. Alors depuis 1994, votre activité a évolué. Est-ce qu'il est facile d'entreprendre sur notre territoire? Alors je pense qu'un entrepreneur, avant tout, doit garder un cap et ne doit pas tenir compte de ce qui a pu se passer sur le plan politique, par exemple, depuis 1994. Donc on doit rêver. On doit avoir envie d'avancer, on doit avoir envie de créer, on a envie d'innover. Et puis le propre d'un entrepreneur, c'est de rassembler des troupes autour de lui et donc forcément de faire des embauches et de créer cette dynamique. Est-ce que c'est justement facile de lancer des nouveaux projets quand on voit l'actualité en ce moment? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent justement des lois, du fait qu'ils soient bridés. Alors, on est dans une mutation sociétale. C'est-à-dire qu'on a vécu la crise là, depuis 2006. Cette crise, en fin de compte, n'était pas une crise. Je l'ai toujours annoncé sur les différents plateaux où j'ai pu communiquer en disant que non, c'était un changement de société. De la même façon que vous êtes passé du téléphone qui ne faisait que téléphone à un smartphone qui fait tout. Je dirais que le monde de notre société, et plus particulièrement le monde de l'industrie, est en train effectivement de changer de la même façon. Et donc il faut l'accompagner. Alors, difficile aujourd'hui de dire ce qui va se passer demain. On peut plutôt dire ce qui s'est passé hier et se dire que ce qui a été fait hier, ça a permis de bâtir des fondamentaux qui sont remis en cause aujourd'hui. Et ce qui fait que vous entendez beaucoup parler de start-up parce que le monde a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu une génération qui voulait posséder aussi bien ses entreprises que son appartement, que sa voiture. Et puis on est arrivé dans une génération qui commence dès l'âge de 16 ans à faire de la colocation, à partager son frigo, à partager son vélo et ainsi de suite. Donc on est dans un nouveau mode où chacun veut avoir une certaine autonomie. Et cette autonomie permet effectivement de créer de nouveaux emplois, de nouveaux métiers, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors justement, il y a une progression, une mutation dans l'industrie. C'est vrai qu'on a peut-être l'image de la chaudronnerie ou voilà, d'entreprises assez compliquées. Vous avez plutôt travaillé sur de l'industrie, mais en automobile, sur des services un petit peu dans les voitures. Comment vous avez vu justement cela évoluer au fil du temps ? Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand j'ai créé, je venais moi du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, puis après constructeur automobile chez PSA, équipementier. Et puis en 1994, j'ai décidé de me lancer dans une aventure seule pour essayer de créer des projets innovants qui permettaient, en tout cas en France, de pouvoir créer des niches de produits. 99 fut la Xara Auto PC qui était la première voiture communicante pour Citroën avec Clarion, Ericsson et Windows. Et puis on a progressé sur les terminaux informatiques embarqués pour la police et la gendarmerie pour aller après dans l'autopartage avec Veolia et faire CityMove, Autobleu et Yellow Mobile. Donc on voit là qu'il y a eu un changement entre je fais un produit et je passe par des intermédiaires pour le vendre. Puis à un moment, je réussis en fin de compte à créer un vrai produit complètement packagé qui me permet d'atteindre une cible qui est directement la clientèle, par exemple pour l'autopartage. Et plus précisément, est-ce que Saint-Quentin-en-Yvelines, qui accueille déjà beaucoup d'entreprises, c'est bien pour les PME de s'implanter ici? Est-ce qu'on a les moyens de se développer ? Alors je pense qu'il y a une attractivité qui est en train de se faire par le président de la communauté des communes, Michel Logier, qui avait déjà été préparé avant.
On a Pascal Ribon, présidente de l'Estaca aussi, qui est arrivé avec son école. Donc c'est quand même un phénomène extraordinaire. Un territoire, des universités, des écoles d'ingénieurs. Je pense qu'il y a tous les ingrédients, en tout cas, pour réussir sur ce territoire. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides. On le voit sur le plateau. Vous travaillez plutôt dans l'industrie automobile. Maintenant, vous êtes passé un peu à l'impression 3D. C'est la technologie de demain ? Alors, c'est presque la technologie d'aujourd'hui. Moi, j'ai commencé effectivement dans ces séries niches en 1986 à travailler dans l'impression 3D avec la stéréolithographie, le frittage de poudre et ainsi de suite. Et c'était des technologies faites par un ingénieur de Nancy qui avait créé cette activité, qui a été délocalisé après aux États-Unis et qui revient aujourd'hui en France, qui est en train de se développer avec de nouvelles applications parce qu'elles se sont modernisées. Et là, ce que je suis en train de faire simplement avec Avenao, c'est utiliser mes vieilles machines, entre guillemets, parce qu'elles réussissent à faire des choses encore exceptionnelles aujourd'hui, où on fabrique des copeaux. C'est-à-dire à partir d'un bloc, si vous voulez, vous enlevez de la matière et vous fabriquez le produit. Et là, à l'inverse, aujourd'hui, c'est qu'on va créer, par exemple, un produit comme celui-ci, où à partir de celui-ci, ça va être une charnière, et on va utiliser le juste nécessaire pour faire en sorte de créer un produit qui va être fait en impression 3D, et là en métal, et qui va pouvoir être utilisé dans l'industrie. Donc là, ce que vous tenez dans les mains, ça a été fait grâce à une imprimante 3D. Une imprimante. Vous imaginez votre imprimante de bureau, sauf qu'elle est dans le métal, là, et vous fabriquez ce produit-là. Alors vous êtes aussi dans le... Donc là, on est plutôt dans le ferroviaire, l'automobile et l'aviation. Et puis, vous imaginez aujourd'hui dans le domaine médical, par exemple, les prothèses dedans vont être faites directement avec des machines d'impression 3D. C'est-à-dire, il n'y aura plus besoin de faire des contextes compliqués. Je répète encore, on n'est pas parti d'un bloc pour réaliser la pièce, on est parti du juste nécessaire pour trouver la solution. Là, c'est exactement la même chose. On est sur un système pour les dentistes. On est dans tout ce qui est animation 3D. Donc ça, c'est un petit personnage, par exemple, pour des dessins animés qui a été fait. C'est en impression 3D. Et vous voyez que vous avez aussi les couleurs et la définition pratiquement de la chemise au détail près avec une usure en plus. Et puis, vous arrivez ici, si vous faites une usine, vous pouvez la créer avant. Les couleurs vont sortir en même temps, couche par couche, et vous allez avoir votre usine en 3D avant de la réaliser. Ça, c'est accessible au grand public C'est déjà aujourd'hui. D'accord. Voilà. C'est impressionnant. Et ça va se passer encore à une échelle encore plus importante grâce à les deux, en tout cas, fondateurs de Avenao Industries, le groupe Avenao, Lénie et Sébastien Vercruz, qui sont dans cette croissance et qui vont permettre effectivement sur ce territoire de le rendre en 3D avec ce que vous nous avez dit, les écoles et ce territoire. Alors justement, vous parlez des écoles, très bonne transition. On va parler dans un instant de l'Estaca, l'école d'ingénieurs qui est à Montigny-le-Bretonneux. Elle a organisé un summer camp pour familiariser les étudiants au monde de l'entrepreneuriat. Pour vous, c'est une bonne chose justement de rapprocher, d'inciter les étudiants à se lancer? Alors moi, dans toutes mes sociétés, depuis 24 ans, j'ai toujours eu des stagiaires, aussi bien en alternance, que ce soit au niveau des bacs, que ce soit au niveau d'université ou d'ingénieurs. Et ils étaient en alternance. Et ça me permettait de sélectionner à la limite les meilleurs qui restaient dans l'entreprise. Donc c'est une formidable opportunité que d'avoir effectivement cette école d'ingénieurs à proximité. Et justement que les élèves peut-être fassent en parallèle leurs études et deviennent en même temps entrepreneurs? Voilà ce qu'ils vont vivre. C'est qu'eux sont en train de préparer effectivement ce monde en 3D. C'est un monde qui est sans tabou. J'emploie souvent un mot qui paraît peut-être un peu surprenant, mais je pense qu'effectivement beaucoup de gens aujourd'hui de notre époque ont de la nostalgie. Et c'est jamais bon de se promener avec de la nostalgie. Je crois qu'à un certain moment, il faut se projeter en avant. Effectivement, le monde de demain fait peur, tout simplement parce qu'on le méconnaît. Mais quand on a cette connaissance et qu'on connaît les produits, on avance beaucoup mieux demain, dans l'avenir. Et par rapport à ce qui se passe aussi sur un plan politique, je pense que la montée de l'agressivité est souvent à la hauteur de l'incompétence, et c'est parce qu'effectivement on n'arrive pas à maîtriser les choses qu'on est souvent effectivement dans cette crise un peu compliquée. Donc formons-nous, et l'Estaca en est une bonne preuve, et nos entreprises sont en train d'avancer dans le bon sens. Merci beaucoup Dominique Mocard d'être venu sur notre plateau, d'avoir Merci accepté de répondre à nos questions. Et nous en parlions il y a quelques instants. Donc la semaine dernière, l'Estaca a accueilli la 3e édition de l'Innovation Summer Camp de l'Université Paris-Saclay sur son campus qui est situé à Saint-Quentin en Yvelines. Une cinquantaine d'étudiants de toutes disciplines confondues s'étaient rassemblés. Le but de l'Innovation Summer Camp étant de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Michael Elmidoro et Manon Labatte pour ce reportage. 47 étudiants se sont rassemblés pendant 5 jours pour la 3e édition de l'Innovation Summer Camp de l'Université Paris-Saclay. 8 projets étaient centrés sur la problématique des nouvelles mobilités. Les idées ne manquaient pas dans le hall de l'Estaca quelques heures avant le verdict du jury.
C'est une application pour faciliter le transport en commun dans la ville et donner un côté plus social au transport en commun. C'est super intense, mais ça fonctionne, c'est génial. C'est une méthode vraiment qui vient d'arriver en France. Je crois que c'est un des premiers stages qui est fait en France aujourd'hui en Google Design Sprint. Et ce qu'on peut produire en une semaine, c'est incroyable. Des cabinets pourraient mettre des mois pour le faire et c'est vraiment révolutionnaire. Ça décuple les capacités de chacun. Dans notre équipe, il y a de l'informatique, du design, de la pharmacie, de l'agroalimentaire, de l'économie, du social. Donc on a une équipe de 6 personnes. Vraiment, on n'aurait pas pu se rencontrer dans d'autres événements. Et c'est ça qui permet de créer des solutions qui sont intéressantes parce qu'on a une approche et une vision des choses qui est différente. Dans l'amphithéâtre de l'école d'ingénieurs, les noms des lauréats sont dévoilés. Prix du public et coup de cœur du jury sont décernés au même projet Saint-Bernard, qui prévoit d'aider les personnes atteintes d'Alzheimer à se déplacer et à rentrer chez elles. Grand gagnant de cette édition, Opi, une application pour faciliter le transport en commun en le rendant plus agréable. Du coup, maintenant, il va falloir se pencher sur la question après. Qu'est-ce qu'on fait On est une équipe de 6, donc on vient de gagner un prix. Le but, c'est quand même de continuer le projet, de le monter. Et donc voilà, on va se pencher sur ce qu'on fait avec ce projet et ce qu'on va pouvoir, en faire. Une récompense permettant de continuer cette dynamique entrepreneuriale, le concept du groupe Opi pourra bénéficier d'une dotation de 3 000 € pour lancer sa propre start-up. Il est temps à présent de passer à notre chronique. Nous parlons à présent de politique, mais aussi de culture avec Wilfried Richy. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. C'est une nouvelle tension à Saint-Quentin-en-Yvelines après les échanges tendus autour de l'aménagement du territoire entre majorité et opposition. C'est à présent un conflit sur la programmation culturelle qui vient d'éclore. Alors un conflit autour de la programmation de la salle du Prisme à Elancourt. Plus précisément, 3 spectacles n'ont pas été validés pour la saison 2016-2017 et pour l'opposition, comprenez les élus de gauche, il s'agit d'une censure, d'une décision inadmissible et surtout d'une intervention d'une commune, en l'occurrence de celle d'Elancourt, dans l'élaboration de la programmation d'un équipement intercommunal sous responsabilité donc de l'agglomération de Saint-Quentin. Nous sommes allés poser la question à son président, justement, au président de l'agglomération. Voici sa réponse. Aucun spectacle n'a été retiré de la programmation puisqu'il s'agissait dans un premier temps d'une proposition de programmation. Donc je pense qu'il est tout à fait normal que les élus puissent décider et valider une programmation. Voilà, donc un travail a été fait par la directrice du Prisme qui nous a présenté un programme et nous avons validé. Mais il y a des choses qui ne nous satisfaisaient pas, donc nous avons demandé qu'il y ait un changement. Un changement qui porte sur 3 spectacles, sur 40 proposés. Donc je pense qu'on a largement validé la programmation qui nous a été faite. C'est une tempête dans un verre d'eau. Il est tout à fait normal qu'un élu chargé de la culture dans une commune où est installé le Prisme puisse participer aussi à la programmation de cet équipement qui attire de nombreux Elancourtois. Pour Michel Laugier, vous l'avez entendu, il n'y a pas matière à polémique. Néanmoins, un collectif a vu le jour, mêlant particuliers, associatifs, représentants du monde culturel, avec un soutien des politiques également. Un collectif qui a mis en ligne une pétition pour exprimer son mécontentement face à cette situation. Ce qui a fait réagir, c'est l'intervention du politique au niveau de la programmation et du choix des spectacles. C'était quand même quelque chose d'inédit. Et en 40 ans d'existence du Prisme, jamais le politique n'était intervenu dans le choix des spectacles. Ils ont toujours laissé faire les équipes culturelles qui ont analysé les besoins, qui ont fait la programmation et défini donc les spectacles. Et le représentant du collectif de s'inquiéter de la place accordée à la culture à Saint-Quentin, écoutez-le à nouveau et écoutez ensuite la réponse de Michel Laugier. On n'aime jamais voir le politique intervenir, je veux dire, au niveau des programmations. Je veux dire, à partir du moment où on commence à décider ce qui est bien ou mal, que ce soit en termes de programmation de spectacles, il faut quand même rappeler que les 3 spectacles qui ont été déprogrammés, il y a un spectacle de jazz, un spectacle de danse et un spectacle de théâtre humoristique. Il n'y a vraiment pas là politique, un danger politique majeur. Mais on peut toujours s'inquiéter de l'intervention du politique dans les choix. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le Prisme et les spectacles du Prisme. Demain, pourquoi pas,
le cinéma et le choix dans les films ou alors dans les médiathèques. Le collectif Résistance, la culture en résistance Saint-Quentin-en-Yvelines est une structure informelle pour l'instant, mais il est déjà prévu plusieurs réunions et rencontres, notamment en vue de la rentrée scolaire, dans la rentrée des spectacles en septembre. Je pense que la culture a toute sa place à Saint-Quentin. Le budget de la culture est toujours aussi important sur Saint-Quentin et nous souhaitons justement continuer à développer l'ensemble de nos actions. Et il suffit de voir le budget qui a été voté dernièrement par les élus de Saint-Quentin, il suffit de voir les programmations, il suffit de voir tous les services offerts à la population pour se rendre compte que la politique de la culture est toujours aussi dynamique et toujours aussi performante à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après l'aménagement du territoire, après la culture aussi, d'autres sujets de tension devraient sans doute voir le jour à la rentrée. Une raison très simple à cela, les élections législatives bien sûr. Merci Wilfried. Et à propos justement de l'agglomération, cette information qui concerne les nouvelles technologies, le réseau e-Territoire vient de classer Saint-Quentin-en-Yvelines 3e agglomération la plus active de France sur Twitter pour renforcer son lien avec les acteurs de son territoire. Saint-Quentin-en-Yvelines a d'ailleurs lancé une contribution via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou encore Instagram, auprès des internautes pour l'aider à établir le diagnostic préparatoire à son nouveau projet de territoire. Vous pouvez interagir avec l'agglomération sur Twitter avec son adresse @sky_sqy. Parlons environnement à présent. La protection des espèces et notamment des volatiles est une des missions de l'espace Rambouillet. Cette année, il a vu naître son 20e pigargue de stellaire, un aigle pêcheur rare et menacé. L'espèce est classée vulnérable dans la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Une fierté pour le parc. Nous avons rencontré ce gros bébé ce matin. Les images sont signées Manon Labatte. Il est gauche. Il est un peu gauche, ce pigargue de stellaire est né le 26 mars à l'espace Rambouillet et il a déjà bien grandi. À l'âge adulte, il peut peser jusqu'à 9 kg et mesurer 2,50 m d'envergure. En milieu naturel, son énorme bec lui permet de pêcher des poissons et même des jeunes phoques. Mais on ne le trouve plus beaucoup dans la nature. En 15 ans, la population de cette espèce a presque diminué de moitié. C'est un aigle pêcheur, donc il mange des poissons. En Russie, il y a beaucoup de compagnies pétrolières qui s'installent et qui déversent beaucoup de produits dans les fleuves qui sont ingérés par le poisson. Et comme l'aigle pêcheur mange du poisson, voilà, c'est lui qui en pâtit. Oui, allez. C'est le 20e spécimen né ici et le seul en France cette année. Une fierté pour le parc. La conservation des espèces est l'une de ses missions principales. Depuis 1995, l'espace Rambouillet participe activement au programme international de sauvegarde du pigargue de stellaire. Aujourd'hui, on a mis en place, avec nos naissances de pigargue de stellaire, on a refait 5 couples qui sont répartis dans d'autres parcs, donc en France, à l'étranger. L'objectif, c'est de multiplier les couples, d'avoir beaucoup de jeunes et peut-être que dans 20-30 ans, on pourra réintroduire des jeunes dans le milieu naturel. On peut observer l'aigle pendant la démonstration de vol aux côtés de ses congénères. Une espèce peut-être rare, mais pas pour le public de l'espace Rambouillet. Et on reste dans les carnets de naissance avec l'espace Rambouillet. D'autres bébés ont vu le jour au parc, celle d'un aigle impérial qui est né fin mai. Vous le voyez, c'est le petit oiseau blanc sur les images, une espèce qui se reproduit très mal en captivité. Peu de parcs ont la chance de les voir se reproduire. Il y avait également une buse royale. Habituellement, elle vit au nord des États-Unis. Et là, vous voyez qu'elle était très curieuse et intriguée par notre caméra. Et les jeunes Saint-Quentinois ont du talent, c'est en tout cas ce que pense la ville de Voisins-le-Bretonneux en partenariat avec le centre Alfred Devigny. Le service jeunesse de la commune organisait ce samedi son premier concours de jeunes talents, de la magie de la danse du chant. Une trentaine de jeunes s'est produit sur scène. Mélanie Potier a assisté au spectacle. Regardez. Elle est douce et timide et elle va nous interpréter Maman de la chanteuse Louane. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Myriam. Comme Myriam, ils sont plus d'une trentaine à avoir tenté leur chance. Ils ont entre 11 et 25 ans et participent au concours des jeunes talents de Voisins-le-Bretonneux. Je fais de la musique depuis longtemps, depuis toujours même. Et j'avais envie de faire un petit concert comme ça, profitant de l'été. Et puis en plus, y avait, c'était un concours de talent, donc si j'ai l'opportunité de me faire un petit peu connaître, pourquoi pas. C'est le moyen de s'amuser tout en étant une opportunité, donc
C'est une expérience aussi, ça nous permet de faire une expérience de la scène et de voir comment ça se déroule à deux surtout. Après 6 mois de répétition, ces candidats sont évalués par un jury d'experts. Jules de Radio Sensation, Andy de Déclic Théâtre ou encore un membre du conseil municipal des jeunes suivent une grille d'évaluation. Il y a la grande partie technique, artistique et après il y a le bonus feeling. Le bonus feeling, c'est si on a bien ressenti ou pas, si on a aimé, c'est le petit plus, si ça nous a fait chaud au cœur ou si ça nous a un peu refroidi. Après il y aura technique et artistique, voilà. C'est l'emplacement de la scène, comment la personne arrive à s'en sortir. Le concours est né de la collaboration de plusieurs partenaires, notamment le service jeunesse de la commune et le centre Alfred de Vigny. C'est de mettre en avant les jeunes, donc de 11 à 25 ans, de les mettre dans un espace scénique, de les faire monter sur scène avec des talents, que ce soit dans le domaine du chant, dans le domaine musical, il y a aussi de la magie, il y avait aussi éventuellement des arts du cirque. Pour cette première édition, c'est Emeric, 12 ans, imitateur de Michael Jackson, qui l'emporte. Pas de palme pour les autres, mais ils ont déjà conquis le public. Et c'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis, mais restez avec nous tout de suite. Vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirillovitz pour le 7-8 Société, objet du débat, le Brexit et ses conséquences. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée et à demain.